Hello YouTube, ici Pauline Agneau et vous êtes sur la chaîne du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast et aussi maintenant, vous le savez, des vidéos YouTube où toutes les semaines, je vais à la rencontre de personnalités toutes plus extraordinaires les unes que les autres. En l'occurrence, aujourd'hui, un salsero, un Latin lover, Chris Marquez. Avant qu'on parle de Chris, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai un petit service, un gros service en réalité à vous demander. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, mais on peut être encore beaucoup plus nombreux. Et pourquoi est-ce que c'est utile ? Parce que plus nous sommes nombreux ici, plus je vais réussir à avoir des invités aussi exceptionnels que Chris. Donc abonnez-vous, parlez du podcast autour de vous, parlez de la chaîne autour de vous, c'est hyper utile. Et puis blague à part, ça me ferait vraiment super plaisir. Merci pour votre soutien. Alors maintenant, parlons un petit peu de Chris quand même, c'est l'invité de cet épisode. Bref, Chris, vous le connaissez, forcément c'est un nom très connu du PAF. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas que de la belle gueule derrière Chris. Il y a aussi des pas de danse, des moves. 3 fois champion du monde quand même de danse latine avec sa compagne Jackie. Ça rigole pas avec Chris Marquez. Évidemment, vous le connaissez pour son humour décapant, vous le connaissez aussi pour ses coupes de cheveux rocambolesques et puis aussi pour son énergie débordante. Mais j'avais envie dans cet épisode de vous faire découvrir un autre Chris. Le Chris plus profond, plus intime, vraiment très intéressant, l'entrepreneur, le metteur en scène. Et je dois dire qu'il s'est plié à l'exercice avec brio. Je suis sûre que vous allez passer un excellent moment. Alors concrètement, on a parlé dans cet épisode de danse latine bien sûr, mais aussi de sa timidité maladive, d'exigence, de travail, de prise de risque, d'Instagram, de drague, de McKinsey ou encore de qu'est-ce que ça fait vraiment de devenir champion du monde. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Chris Marquez. Bonjour Chris. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Ça fait déjà un moment qu'on rigole, ouais. C'est sympa. Je n'en doutais pas en fait en t'invitant, je suis ravie. Je vais quand même commencer par un sujet sérieux, si D'accord. ça te va. Très bien. J'aimerais à un moment donné, là, tout de suite, que tu nous fasses revivre ce que c'est que devenir champion du monde. Alors, je sais que maintenant, la danse, c'est un métier, mais que tu ne danses plus autant, évidemment, puisqu'on peut imaginer qu'à l'époque, tu avais une exigence qui faisait que tu devais faire ça probablement matin, midi et soir, toute la journée non-stop. Mais j'aimerais qu'on se projette un peu pour comprendre le travail qu'il y a derrière, finalement, 3 places de champion du monde à la suite, si je ne me trompe pas, que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé cette journée-là, enfin je ne sais pas si ça se passe sur une journée, et puis j'aimerais bien aussi avoir tes émotions, c'est-à-dire que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe en fait au moment où tu apprends que vous allez être champion du monde. Bien sûr. Les championnats du monde, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'en fin de compte, il se passe sur une journée, de temps en temps à l'autre bout du monde, mais en fin de compte, c'est la fin, on va dire, d'une aventure qui dure plusieurs mois, plusieurs années. Un championnat du monde, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. C'est ça. Dans mon cas à moi, c'était encore plus particulier parce que personne ne savait qu'en plus de ça, dans ma vie de tous les jours, j'étais malade et je n'avais que 2 heures utiles par jour pour me préparer au championnat du monde. Donc, c'était vraiment très particulier parce que tout fonctionnait grâce à la prépa. Je ne pouvais pas me dire, en fait, mon talent ou mon côté un petit peu showman va me sauver le jour J. C'est impossible, en fait. Il y a un tel niveau d'exigence que quand les autres s'entraînent 8 à 10 heures par jour, toi, tu dois t'entraîner minimum 8 à 10 heures par jour aussi. Et en plus de ça, tu dois être mieux préparé que les autres. Je ne pouvais pas le faire. Et donc, on a dû redoubler, on va dire, d'ingéniosité sur les prépas au championnat du monde. Et on a tout de suite pris un coach psychologique qui nous permettait, en fait, c'est un coach qui bossait principalement avec des athlètes, qui les préparait aux Jeux Olympiques, etc. Et on a appliqué ces méthodes à la danse. Ce qui normalement n'est pas forcément quelque chose d'habituel parce que la danse encore aujourd'hui n'est pas forcément considérée comme un sport, c'est considéré comme une activité très intense physiquement certes, mais plutôt une activité artistique. Sauf que quand on fait de la compétition, automatiquement il y a l'élément de sport qui rentre en jeu. Donc ce coach psychologique nous suit pendant des mois et nous apprend justement à produire des performances beaucoup plus régulières, beaucoup plus puissantes et comment justement les améliorer au fur et à mesure. Et il y a un truc qui devient très très clair, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler
si je serai malade le jour même ou pas. On ne peut pas contrôler le fait que je ne puisse m'entraîner que 2 heures par jour pendant tous ces mois de préparation. En revanche, on peut contrôler, ça va paraître très bête ce que je dis, mais c'est très précis, on peut contrôler notre chorégraphie de A à Z. On peut contrôler nos costumes de A à Z. On peut contrôler notre capacité à réagir à la musique de A à Z, c'est-à-dire travailler tous les éléments d'improvisation, justement se replonger dans les origines, pour moi, la salsa par exemple, dans les origines africaines de la salsa, afro-cubaine, et de travailler des éléments tels que les questions-réponses, c'est-à-dire pouvoir réagir à certains éléments percussifs de la musique ou mélodiques, etc. Donc, la préparation. Que peut-on contrôler ? Ensuite, pendant des mois, on a commencé à développer un autre muscle qui est tout simplement la visualisation de notre performance. Et au départ, on se disait, est-ce que c'est réellement très utile ? Est-ce que ça remplace réellement de l'entraînement ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont sorties, qui étaient faites justement sur des équipes de baseball aux États-Unis, dans lesquelles, quand des athlètes en baseball, des joueurs, ajoutaient à leur performance d'entraînement, à leur entraînement, des exercices de visualisation, eh bien, les connexions qui se faisaient entre le cerveau et le muscle et les capacités de réaction s'amélioraient tout autant que lorsqu'ils répétaient réellement les mouvements en vrai. C'est-à-dire que le cerveau ne distingue pas entre la visualisation et la réalité du mouvement. Pour nous, c'est absolument fabuleux parce qu'en fait, je ne peux pas faire ces 8 heures d'entraînement, il faut que je puisse remplacer. Et donc, énormément d'entraînement se faisait dans nos têtes. Mais c'est qu'on allait très très loin, c'est-à-dire qu'on allait jusqu'à s'imaginer la salle dans laquelle on était, le public autour de nous, où est-ce qu'on regardait, comment on rentrait sur scène, comment est-ce qu'on réagissait justement au bruit du public et aux juges, que cherchait-il, que pouvions-nous en fait. Et donc arrive le jour J, parce que c'est au final ce qui nous intéresse. Et par exemple, on a gagné nos 3e championnats du monde sur l'île d'Aruba. C'est dans le golfe du Mexique. Et là, ce qui est très étrange, c'est qu'on rentre dans un état, le jour J, qui est d'ailleurs un état dans lequel j'ai plein de copains qui sont champions olympiques, qui me disent qu'en fait, ils ont vécu exactement la même chose. Et c'est très étrange parce qu'on n'en parle pas d'habitude. Et c'est quelque chose qu'on vit. Tout d'un coup, on rentre dans un espèce d'automatisme. On est presque en autopilote. On a tellement travaillé, on a tellement vécu cette même journée 15 000 fois dans nos têtes que tout d'un coup, quelque chose de très étrange se passe qui est tout ce qui nous arrive nous est déjà arrivé. On a déjà anticipé ce mouvement, on a l'impression de déjà vu presque toute la journée parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est déjà quelque chose qu'on a répété dans nos têtes. Et au final, le moment qui est vraiment... et c'est drôle parce que j'en ai des poils de nouveau. Quand on arrive au moment de cette finale où on a un petit segment où on peut présenter, en tant que danseur de salsa, on peut présenter une petite chorégraphie d'1 minute 30, 2 minutes, dans laquelle on a la liberté totale de présenter nos costumes, notre musique, etc. Et c'était justement... Nous, on misait tout sur ça. C'était le truc sur lequel on avait le contrôle absolu. Le moment où on rentre sur scène pour faire cette petite chorégraphie, ce qui est absolument génial, c'est que tout d'un coup, on ne contrôle plus rien et en même temps, tout se passe exactement comme on l'a prévu. Mais on est très puissant. On ne se sent pas en fait en position de faiblesse ni c'est en train de nous arriver. Non, c'est juste que ce qui se passe devait se passer exactement comme ça. Et donc, on est c'est l'apothéose, c'est l'apogée absolue du moment dans le sens où... c'est mieux que dans notre tête, vu qu'on est en train de le vivre. Et le public réagit également. Et tout d'un coup, quelques instants plus tard, eh bien, les juges qui notent à note levée, c'est-à-dire que si les juges décident que vous devez être premier, ils vont lever tout simplement un 1 pour signaler votre place. Et là, en fait, j'ai 12 juges qui lèvent justement, 13 juges, pardon, qui lèvent justement la note numéro 1. Et donc, on devient champion du monde pour la 3e fois à l'unanimité à l'autre bout du monde avec des couples de toute l'Amérique du Sud, de tous les Caraïbes, de partout dans le monde. Et là, on est champion du monde. Et bizarrement, on se dit « Ah bah ouais !»
Une fois de plus. Ouais, 3 fois, je crois que c'est bon, c'est plus de la Ouais, chance. c'est bon, ouais, c'est ça. C'est incroyable, c'est drôle ce que tu me dis parce que j'ai interviewé sur le podcast, je ne sais pas si tu l'écoutais celui-là, avec Alexandra Recchia qui a été championne du monde de karaté. Et elle me décrivait ce moment où en fait ses gestes étaient presque au ralenti. Elle avait presque l'impression d'être à l'extérieur d'elle-même, tu vois, et ouais, ça se passait exactement comme tu le décris, c'est-à-dire presque indépendamment d'elle, quoi. Mais c'est drôle parce qu'en fait, il y a ce côté, j'ose pas, j'en ai parlé avec Camille Lacour, qui est un copain à moi, et en fait, j'en parlais avec lui, j'ai dit c'est bizarre parce qu'en fait, on se sent hors de nous, mais en même temps, on est en plein contrôle, donc il n'y a pas ce côté de je ne contrôle plus le moment, parce qu'en fait, tout ce qui se passe, se passe très clairement, mais en même temps, on peut assister et vivre la performance. C'est très bizarre, c'est très étrange, mais c'est magique parce qu'en fait, effectivement, il y a un élément de dilatation du temps qui est génial aussi. On a réellement le temps de voir les microsecondes, c'est-à-dire que j'entends souvent des choses dire, des gens dire ah ben non, pendant que je fais ma performance, je ne vois personne, je ne vois rien. Ah ben moi, je peux être honnête, les 3 fois où on a gagné nos championnats du monde, les 3 finales, à chaque fois, j'étais capable de dire cette personne nous a souri à tel et tel moment, et ah oui, cette personne s'est levée également. C'est très étrange. Tout d'un coup, we're one. On est dans un espèce de flow incroyable, et c'est assez magique. C'est très bizarre. Complètement addictif. Oui. Je comprends que tu aies été champion du monde 3 fois, du coup. Oui. Tu sais, pour la petite anecdote, c'est vraiment parce que la première fois, mon épouse et moi, on s'est vraiment dit c'est du bol. Il faut retourner une deuxième fois. Et la deuxième fois, on s'est dit quand même. Il y a peut-être une tendance qui s'installe. Et la troisième fois, on s'est dit ça va, non, c'est bon. C'est bon, on y est, va. quoi. Non, je l'assume pleinement. Mais alors, justement, c'est drôle que tu me dises ça parce que je me posais un peu cette question. Tu te dis pas que c'est du bol, mais tu te dis, il y a quand même un facteur chance, d'une certaine manière. Tu as beaucoup travaillé et tout, mais comme tu le dis, tu peux être malade ce jour-là, etc. Et au final, 3 fois de suite, non. Là, il n'y a plus de chance. Quelle a été ton émotion quand même, avec ton épouse peut-être, la première fois que vous avez le résultat, que vous avez le verdict ? Quand en fait, tu as tant d'années de travail, tu vois, enfin, j'ai lu plein de choses sur toi, du coup, que tu avais commencé à danser à l'âge de 2 ans et tout. Alors, tu n'as peut-être pas voulu être champion du monde à l'âge de 2 ans, mais globalement... 12. On va en parler après. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête le jour où on te dit « tu es champion du monde », en plus avec ta femme, c'est quand même génial. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il y a 2 moments. Il y a l'instant T et les quelques heures qui suivent. Où on est, mais c'est je sais pas, il doit y avoir une décharge d'endorphine absolument dingue, et on se sent voilà, ouais. On plane, on adore, on est heureux, et c'est réellement l'aboutissement d'eux. Sauf que quand on se prépare pendant des années à ça, on oublie qu'en fait, le jour où on y arrive, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe 2 jours après. On se dit, c'est fait. Mais en fait, et maintenant alors ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est très particulier. Et c'est pas forcément négatif. C'est juste que c'est très étrange d'être complètement absorbé par une activité, d'être complètement absorbé par un défi. Ouais. Et tout d'un coup, ok. Non, mais en fait, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, et maintenant, c'est quoi la suite ? C'est ça un peu les émotions. On est tiraillé dans tous les sens. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ton enfance et que tu me dises comment tu es tombé dans le monde de la danse. Je crois savoir que ça vient beaucoup de ta famille. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'y intéresses ? T'as pas eu le choix ? On t'a forcé, à 2 ans, à commencer à danser ? Ou en fait, c'était un truc naturel pour toi, t'adorais ça ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, en fait, c'était beaucoup plus tard. Mon papa, donc, moi, ma famille est portugaise et espagnole. J'ai grandi en Alsace. Et donc, papa était chanteur dans les bals populaires espagnols et portugais. Donc moi, j'avais 2 mois, j'étais déjà dans le couffin dans les bals tous les vendredis et samedis. Et voilà, moi, j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours adoré cette ambiance assez festive. En revanche, j'étais un enfant très timide. Et donc, j'étais capable de rester assis toute une soirée sans bouger. Mon petit frère et ma petite sœur, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'eux, ils adoraient danser. Très rapidement, mes parents se sont dit, on
on va les emmener à une école de danse et ils vont apprendre à danser. Sauf que quelques mois plus tard, mon petit frère et ma petite sœur deviennent champions de France. C'est-à-dire que voilà, c'était magique pour eux. Sauf que moi, c'était pas du tout mon truc. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai 12 ans. Mais vraiment pas mon truc. J'adore la musique. Je n'aime pas du tout l'idée de me lever et de danser. Devant des gens, en plus. Non, devant des gens, encore moins. Et donc, à l'âge de 12 ans, il y a juste une chose qui commence à percuter un petit peu avec moi, c'est que je vois mon petit frère toujours entouré de super jolies filles. Et moi, avec ma timidité maladive, il y a un truc où je me suis dit, bon, il a peut-être compris quelque chose, quand même. Il y a un truc. Et donc, je me dis, bon, je vais aller prendre un cours de danse. Ah là là. Et je dis à maman, écoute, j'aimerais bien aller prendre un cours de danse. Et elle se met à exploser de rire. Ah ouais, donc... Très... Parce que tellement t'en faisais pas. Mais c'était incompatible avec... c'était tellement drôle. Ouais, c'était incompatible, complètement. Et donc, voilà, ils riment et ils disent, bon, écoute, tu vas aller prendre un cours de danse. Oui, bien sûr, pourquoi pas, tu vois, ce sera drôle. Et donc, j'arrive à mon premier cours de danse et là, pareil, il y a un petit truc magique qui se passe. C'est qu'après la première demi-heure, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi. C'est-à-dire que je m'en souviens encore aujourd'hui. La première demi-heure passe à une vitesse absolument incroyable. Je m'en fous littéralement du fait qu'il y a d'autres enfants et ados autour de moi. Je suis complètement absorbé par cette activité. Et je dis à mes parents, j'adore, je trouve ça génial. Et là, je passe de ne jamais danser à danser 3 heures par jour, immédiatement, c'est-à-dire d'un jour à l'autre. Et quelques semaines plus tard, même pas 2 semaines plus tard, je crois, un truc comme ça, la directrice de l'école de danse contacte mes parents et leur dit, écoutez, je sais que les petits sont bons, mais je pense que le grand, il faudrait le mettre à la danse aussi. Alors, mais je pense qu'il faudrait le mettre en compétition. Alors là, mon père, a trouvé ça explose de rire. Absolument génial. Il s'est dit, mais alors là, vraiment, vous êtes pas trompé avec les 2 petits, mais alors avec le grand, dis donc, vous êtes vraiment trompé. Et au final, 6 semaines plus tard, j'étais déjà dans les finales des grandes compétitions, on va dire, françaises. Et 6 mois plus tard, j'étais champion de France de ma catégorie. J'ai jamais arrêté. Et à l'âge de 16-17 ans, donc 4 ans plus tard, je décide de partir à Lyon, où je devais finir ma terminale, mais en même temps, ça me permettait de commencer à travailler avec des profs internationaux, dans un nouveau club un petit peu plus grand, un petit peu plus installé au niveau international. Et je me dis très rapidement, en fin de compte, après 6 mois, en fait, si je veux faire ce que je veux faire, il faut que je parte. Et donc là, je rentre à la maison et je dis à mes parents, après ma terminale, je dis à mes parents... écoutez, au mois de septembre, je m'en vais, je pars à Londres. C'était où se trouvaient les plus grands chorégraphes, les plus grands coachs. Et je me suis dit, de toute façon, si je veux faire quelque chose, autant le faire. Je préfère être un petit poisson dans une... Voilà. Un grand bocal, une grande mer. Plutôt que... Voilà. Et donc, je suis parti. Sauf que j'avais oublié que je ne parlais pas l'anglais. Donc, c'était particulier. À ce moment-là, tu sais que tu veux faire de la danse vraiment une carrière ou c'est encore assez flou dans ta tête? Parce que je sais que tu as fait d'autres études de commerce en parallèle. Non. En fait, il y avait quelque chose de très particulier. C'était l'aspect compétitif et créatif qui vraiment m'absorbait complètement. L'argent ne m'intéressait pas, le côté carrière ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était ce que je pouvais faire avec cette danse. Il y avait quelque chose de très intriguant à être son propre outil de travail. Je trouvais ça intéressant. Et je pense que depuis très petit, il y avait peut-être des éléments en moi qui ne savaient pas en fait se développer forcément ou s'exprimer, mais j'avais un certain besoin de contrôle. Je n'aimais pas en fait lâcher le contrôle et donc dépendre de soi-même était quelque chose que je trouvais intéressant. Voilà. Quand tu décides de partir à Londres, enfin, je sais pas quel âge t'as exactement à l'époque, mais 18. Voilà, 18, t'es quand même encore très jeune. Je peux imaginer que tes parents étaient complètement flippés. Ouais. Est-ce que tu peux me dire justement, parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense, qui nous écoutent, qui sont dans ces transitions de vie, qu'est-ce qui fait que ça ne reste pas dans ta tête un rêve, un doux rêve, et que tu dis non, en fait, je parle pas anglais, mes parents flippent, je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai tout approuvé, mais j'y vais quand même. Je prends ce risque
un peu fou hein, quand même de me lancer dans une aventure plus grande que moi quoi, à l'époque. En anglais, ils ont une expression qui est géniale, qui est hindsight is a beautiful thing. Je pourrais raconter une histoire splendide maintenant qui ferait, mais alors, on pourrait faire un film à Hollywood avec. Mais c'est pas le cas. Je pense que dans ces périodes de transition, on a juste besoin d'un petit peu de folie. On a besoin de se dire que de toute façon, pour faire quelque chose de différent, eh ben, il faut faire quelque chose de différent. Il faut se mettre en position de... Pas forcément en position de danger, mais il faut se mettre en position de l'inconnu. Il faut se permettre l'inconnu. Et donc moi, à cette époque-là, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'habité par la peur. Je suis quelqu'un qui est habité par l'envie de faire et l'envie de découvrir. Donc si je devais, moi, par exemple, me décrire, et ça continue encore aujourd'hui, je suis l'éternel apprenti. J'aime apprendre non-stop, c'est ce qui m'excite, c'est ce qui me plaît. Et donc à ce moment-là, pour apprendre, il fallait que je fasse ce que j'ai fait. Le confort est important pour certaines personnes. Pour moi, il ne l'était pas tant que ça. Pour moi, ce qui était plutôt important, c'est d'apprendre des meilleurs. On a parlé de danse et au début, tu nous parlais de l'exigence que ça nécessite. On a parlé aussi de ton côté peut-être légèrement perfectionniste, en tout cas qui aime le contrôle. Et tout ça, c'est des mots, tu sais, qui sont très évocateurs justement avec l'univers de la danse, où on se dit que c'est vraiment une passion presque dévorante qui nécessite un travail de fou. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est au final, si tu prends énormément de recul, c'est peut-être un peu philosophique, mais qu'est-ce que la danse t'a vraiment appris sur toi, sur qui tu es, toi, Chris Marquez? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a fait découvrir, tu vois, au-delà du fait que tu étais mon danseur, quoi? Alors, la danse, c'est quand même assez philosophique, parce qu'en fin de compte, à différentes étapes, on apprend réellement des choses différentes. La première chose, c'est que la danse vous apprend immédiatement que la discipline, en réalité, est à votre service. Donc, souvent on n'aime pas l'ennui de la répétition, l'ennui de l'apprentissage ennuyeux. L'ennui de l'apprentissage ennuyeux, super. Mais dans un premier temps, c'est cette discipline qui, naturellement, mène à des résultats rapidement et des résultats répétables. Ça nous apprend que voilà, ça fonctionne. Le travail, travailler, ça paye. Une belle valeur, j'aime bien. Mais ensuite, il se passe d'autres choses. Pour moi, par exemple, j'ai découvert que l'une de mes... je ne sais pas si je suis l'un des plus créatifs. Je ne sais pas si je suis l'un des plus intelligents, l'un des plus malins. Mais je sais une chose. Mon cerveau a une capacité à trouver des mécanismes, la façon dont fonctionnent les choses. C'est une de mes facilités. Et ça, c'est la danse qui me l'a montré. C'est-à-dire que j'étais capable, pendant très longtemps, je n'avais pas l'argent, mes parents n'avaient pas l'argent, ni l'accès à des profs internationaux. Et donc, la seule façon que j'avais d'apprendre, c'était de prendre des vieilles VHS. De regarder des vidéos, quoi. De regarder des vidéos, de mettre sur pause et de comprendre. Ah oui, la colonne vertébrale est comme ça. Ah oui, bah regarde, la tête, elle est jamais désaxée. Ah bah attends, les bras, en fait, ils servent de... il y a trois phases dans ce mouvement. Il y a une phase de préparation, le mouvement en soi et une phase de fin. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que mon cerveau, très rapidement, réussit à décomposer. Et donc, voilà, pour moi, en fait, c'est ces deux choses-là. D'abord, la discipline qui paye, le travail paye. Et ensuite, le fait que j'ai une capacité à trouver des systèmes, à trouver des procédures, à trouver des mécanismes dans n'importe quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu l'as appliqué à d'autres domaines que la danse? Oui, parce que je n'ai pas eu le choix. Quand je suis arrivé en Angleterre, ce qui est drôle aussi, c'est que donc je ne parlais pas l'anglais. Et là, pour le coup, il y avait pas photo. Je ne parlais pas l'anglais du tout. J'ai mis 3-4 mois à apprendre à parler. Et c'était particulier parce que pendant 3 mois, on ne comprend rien. Et tout d'un coup, 3 mois plus un jour, on se rend compte qu'on comprend la télévision dans une autre pièce. C'est quand même assez marrant. Mais ça, il n'y avait pas de secret. Il fallait juste y passer et il fallait s'entourer uniquement d'anglais. Et voilà, c'est allé très vite. Mais
La danse de couple, c'est encore un univers à part, dans le sens où il n'y a pas de cursus comme dans la danse classique, dans le jazz, etc. C'est un cursus beaucoup plus privé. C'est un cursus dans lequel il faut prendre des cours particuliers uniquement. Et quand on veut travailler avec les plus grands profs, une heure de cours peut coûter 150 €. Et quand on a 18 ans et pas un rond, ça paraît quand même assez dingue. Sauf que on est quand même déjà allé assez loin. On a appris une nouvelle langue. On est loin de ses parents et de sa famille. On ne va pas non plus laisser 150 € nous ralentir maintenant. Donc, que faire ? Eh ben, en fait, je me suis dit à l'époque... Et là, on remonte quand même loin parce qu'en fait, on est en 98, je crois, un truc comme ça, 99. Et là, je passe 2 petites semaines à feuilleter les journaux. Et ça va paraître très con, mais je passe 2 semaines à feuilleter les journaux en Angleterre et je me dis, mais dans quelle industrie est-ce que je peux me lancer pour rapidement gagner de l'argent et me payer en fait tout ça ? Et à l'époque, en fait, on était en pleine explosion. On appelait ça le dot-com boom. Ouais. C'était la première vague de gros sites de commerce électronique. Et je dis à Jackie, mon épouse, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais peut-être me lancer dans l'informatique. J'y connaissais que dalle. Et là, comme par hasard, se manifeste 2 jours après une proposition pour une petite boîte informatique, mais bon, qui générait déjà 30 millions de livres de chiffre d'affaires, qui cherchait un vendeur de pièces informatiques, mais qui savait parler espagnol, portugais et français. Je me suis dit, bon, il n'y a pas plus fait pour moi, à part le fait que je ne sache pas ce que c'est. Et donc, je dis à Jackie, écoute, tu vas chez Waterstones, c'est un magasin, il y en avait plusieurs, mais bon, il y a un magasin de livres, une librairie, et je lui dis, écoute, tu m'achètes tous les magazines que tu peux me trouver sur les pièces détachées d'informatique, l'informatique, les ordinateurs, tu achètes tout, tu prends. C'est énorme. Et elle me ramène ça, et pendant 5 jours, je planche. Et la seule question qu'on m'a posée en fait à mon interview, c'était... vous savez ce qu'il y a dans un ordinateur ? Et là, en fait, je leur ai décrit comment construire un ordinateur de A à Z. J'ai donc eu le job, mais bon, en même temps, c'était pas non plus un job de dingue. Tu ne savais pas taper sur un clavier, oui, mais tu savais ce qu'il y avait dans un ordinateur. Et donc, je démarre. Très rapidement, j'aime bien ce côté un petit peu... c'était une petite start-up, petite équipe, mais qui faisait pas mal de business. Et très rapidement, en fait, mon patron voit que j'ai quand même une facilité pour communiquer avec les clients. J'ouvre 2-3 gros comptes. Je me rappelle un jour, on travaillait beaucoup avec des lignes de crédit. Je pense que c'est peut-être trop technique pour les clients, mais on travaillait beaucoup juste avec des... On approchait un client, on lui ouvrait une ligne de crédit, ils avaient 200 000, 300 000, voilà. Et donc, un jour, j'appelle en cold call complet une boîte qui s'appelle Triudus au Portugal. Et je réussis à les convaincre d'ouvrir une ligne de crédit de 250 000 balles. 250 000 livres. Toi, tu décroches le téléphone, tu dis mais... Oui, mais je comprenais rien à ce que je leur disais. Hein. Je savais juste que je connaissais la marque du produit et que c'était un bon produit qui était au bon prix. Ça me suffisait pour vendre le truc. Et donc, je décroche ce truc, j'ouvre la ligne de compte, la ligne de crédit. Mon patron me dit, mais ça fait des années qu'on travaille sur ce truc, on n'a jamais réussi à les ouvrir. Et donc, voilà, la chance du débutant. Et en fait, mon patron me voit faire et quelques semaines plus tard, il me dit, écoute, on a du mal quand même en marketing. Est-ce que ça te brancherait de t'occuper du marketing pour la boîte ? L'ignorance et la débilité du mec de 20 ans qui dit, mais bien sûr, pas de problème. Allons-y. Jackie, tu peux aller à la section marketing et tu peux m'acheter tous les bouquins que tu peux me choper. C'est énorme. Et donc, elle m'achète tous les bouquins qu'elle pouvait me trouver. J'apprends très rapidement. On réussit à augmenter le chiffre d'affaires de quasiment 50%. Quand même, on passe à quasiment... là, on était à 45 millions de livres par an. Et j'adorais ça. Je trouvais que c'était très cool. Et là, mon patron me dit, je ne suis pas satisfait, je veux un site. Alors, c'est très vieux jeu. Je veux un site web. Il faudrait qu'on développe un site web. Je fais, non, t'inquiète, je te règle ça. Et donc, je me mets à sortir un site, mais qui était immonde. Mais immonde. Honnêtement, c'est... 20 ans plus tard, j'ose l'admettre, mais c'était honteux. Voilà.
Sauf que voilà, très rapidement, je fais la même chose. Je dis à mon épouse d'aller m'acheter des bouquins. J'apprends à coder. À l'époque, c'était juste... tu le fais avec une équipe quand même, peut-être. Non, j'espère. on n'avait pas besoin à l'époque. Tu te rends pas compte. À l'époque, c'était d'une simplicité enfantine. On était au balbutiement. Il n'y a rien qui marchait. Donc, de toute façon, si on arrivait à mettre un peu de texte et une image sur Internet, c'était formidable déjà. Mais donc, voilà, j'apprends à coder en HTML et un petit peu de CSS. Et j'apprends donc à coder ce site Internet. Et je dis à mon patron, à cette époque-là, je lui dis, écoute, j'ai eu une idée, mais j'aimerais te la présenter, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et donc là, en fait, je lui décris un truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'était que l'issue de tout ce que j'avais emmagasiné et lu sur l'informatique, et donc le commerce électronique, etc. à l'époque, qui tout d'un coup, en fait, fait... Ouais. Et je lui dis... Écoute, je viens d'avoir une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une solution comme SAP, qui est une solution simplement de comptabilité, qui est utilisée par TF1, Nike, BMW. C'est plus que de la comptabilité, ça fait rien. Et je lui dis, pourquoi en fait on n'y attache pas une base de données Oracle qu'on connecte directement sur Internet. À l'époque, tout était en fait en interne uniquement sur des espèces de mainframe. On avait encore du mal en fait à connecter SAP avec des activités en ligne. Et je lui dis, alors on pourrait en fait prendre une base de données Oracle, on pourrait la connecter à SAP. SAP fonctionne à partir des données de la base de données. Et en fait, la base de données, on pourrait la connecter aussi au site Internet. Et ce site Internet, il pourrait être alimenté en temps réel par tous les fournisseurs de toutes les pièces informatiques du marché. Et à travers un petit algorithme, mais tout simple, on pourrait avoir le bon prix au bon moment, parce qu'en fin de compte, le prix n'est que résultat de le prix de la pièce chez tous les fournisseurs, mais également le taux de stock chez tous les fournisseurs et notre marge en additionnel. Il me dit ouais, viens avec moi. Et donc là, je me retrouve, je crois que c'était 2 jours plus tard chez IBM à Londres, IBM Finance, et je me retrouve devant 10 personnes. Et là, mon patron me dit juste, Chris, dis-leur ce que tu m'as raconté. Explique le truc là. Et donc je commence et en fait on repart 2 heures plus tard et on a une offre le soir même de financement à hauteur de 6 millions de livres pour cette idée. Ok, je deviens donc à l'époque le plus jeune directeur de commerce électronique en Europe. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au fur et à mesure, je commence à être en fait publié aux États-Unis pour mes opinions sur le futur du commerce électronique. D'accord. Le tout alors qu'en fait tu voulais juste financer des cours de salsa à 150 balles. C'est tout ce qui m'intéressait en fait. Moi le vendredi soir, je partais du bureau, je prenais l'avion pour aller faire une compétition en Allemagne. C'était vraiment uniquement pour ça. Sauf que cette petite aventure va un peu plus loin. Et là, j'ai un chasseur de tête qui me contacte, qui me dit, écoutez, on a une boîte de consulting à San Francisco, qui est très intéressé, qui a remarqué vos articles et vos prises de parole, etc. Et ils aimeraient vous faire une proposition pour venir travailler ici. C'était un des plus gros consultants à l'époque qui me demandait de travailler chez eux. Et c'était vraiment, en termes de montant à l'époque, j'avais quand même 20 ans maintenant. En termes de montant, c'était... Oui, lunaire par rapport à ce que tu pouvais... C'était un changement de vie, quoi. Je rentre à la maison, j'explique ça à Jackie, et en fait, on explose de rire parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Barnum ? Sauf que cette discussion qui démarre de façon assez drôle nous mène quand même à une conclusion une demi-heure plus tard qui est, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Alors oui, on pourrait partir à San Francisco, avoir une maison absolument géniale, un boulot qui est garanti pour au moins les 5-6 prochaines années, et honnêtement, on n'aurait peut-être pas besoin de continuer à travailler très longtemps après ça. Ouais, mais sauf que en fait, mes heures je devrais mettre 70 à 90 heures par semaine, à mon avis, pour justement ces 5-6 prochaines années. Il n'y aurait plus de danse dans l'histoire. C'est fini tout ça. Donc on aurait l'argent, mais on n'aurait pas du tout en fait le truc pour lequel on voulait l'argent. Et donc là, ce jour-là, je décide avec mon épouse de plaquer le volet, de fermer, on va dire, le volet informatique. Alors même que tu es, excuse-moi de t'interrompre, entre guillemets au sommet du moment, tu vois, où voilà, tu aurais pu en faire une carrière certainement très très intéressante. Ouais. Du coup, je t'interromps là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on reste un peu de temps dessus. Quelle a été la réaction de ton entourage ? Tu es un fou furieux ? Oui et non.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je commence à être malade. Et j'ai été malade pendant une dizaine d'années, en fait, c'est quasiment toute ma vingtaine. Je commence à être malade et on ne savait pas ce que c'était, on n'arrivait pas à trouver ce que c'était, il y avait plein de choses différentes. Et il y a quand même une chose qui revient très souvent dans la famille et qui est très important pour mon épouse et moi, c'est on n'a qu'une seule vie, il faut vivre heureux. Ça sert à rien non plus de se compliquer les choses en mode il nous faut absolument ce château. Parce qu'en fin de compte, tu veux quoi exactement? Tu veux la vie de château? Tu veux avoir froid le matin quand tu te réveilles parce qu'en fin de compte, tu ne peux pas payer le chauffage pour chauffer un château? Ou est-ce que tu veux simplement vivre bien et heureux? Et vivre bien et heureux, ce n'est pas forcément dans le château que tu as besoin de le faire. Et donc, ce vivre heureux, il était très important. Et je me suis dit, et mon épouse m'a dit la même chose, on a fait tout ça pour pouvoir danser. Dansons. Et on essaiera de régler l'argent plus tard. Tu parles de la maladie régulièrement parce que c'est une période qui a duré longtemps. Ouais. Quels ont été les premiers symptômes, si ce n'est pas indiscret, et finalement, j'ai l'impression que cette période a complètement conditionné qui tu es parce que tu as été obligé de vivre les championnats du monde en t'entraînant seulement 2 heures et non pas 8 heures par jour. Est-ce que tu pourrais nous dire justement ce que cette période difficile t'a enseigné sur toi ou t'a permis de dépasser, tu vois? Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que bien que j'ai été malade pendant toute ma vingtaine, personne ne le savait, à part mes parents et mon épouse et notre famille très très proche. On voulait surtout pas devenir les malades. On voulait pas que ça nous définisse en tant qu'individu. Et on voulait pas que ça change le regard des autres également. Ça, c'était très important pour nous. Donc tout ça, c'était chez nous, c'était à la maison, c'était caché et basta. Il y a 2 choses. C'est que cette maladie m'a obligé à revenir sur certains fondamentaux. C'est-à-dire, la prépa, c'est la moitié de la réussite, on va dire. Et peut-être même les 90% de la réussite. Et de ne pas laisser tout à la chance. Il y a toujours un petit peu de chance, mais de ne pas tout laisser à la chance. Donc, toujours être préparé. Et de savoir où concentrer ses énergies. Quelles sont les priorités? Ouais, c'est ça. Ça t'apprend à prioriser à mort. Il y a des choses qui tout d'un coup paraissent complètement mais inutiles quand il faut vraiment faire le choix, quand il faut faire le tri. Tu sais, avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit je suis pas vraiment chorégraphe, je suis même plus vraiment danseur non plus parce que tu danses toujours un peu, j'imagine, mais pas à temps plein. Enfin, t'es pas un vrai danseur professionnel. Et en fait, maintenant, je suis metteur en scène. Ouais. Je trouve ça intéressant et au-delà de ça, j'aimerais dire t'es showman. Mais je le vois au sens positif, c'est-à-dire tu crées une émotion chez d'autres personnes via la mise en scène, mais aussi via tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu le disais, tu fais 1000 trucs en même temps. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ce métier-là et finalement tout ce que tu as fait précédemment? La vente, où tu arrives à nous sortir des contrats de malades mentaux juste en décrochant le téléphone. La danse, où, comme tu le disais, tu avais même moins de préparation que les autres, mais tu arrivais à construire un univers devant les juges. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? C'est-à-dire, c'est quoi finalement ce talent incroyable que tu as de créer une émotion ou de, je sais pas, créer une énergie chez les autres? C'est quoi finalement le trait de caractère, tu vois, Chris Marquez, qui fait la différence et qui fait que tu as réussi à reproduire, une fois de plus, des succès dans plein de domaines hyper différents? Ok, alors il y a 2 choses. La première, c'est que je ne me sens pas talentueux. Moi, je suis convaincu, et c'est la source de discussion absolument sans fin entre mes potes artistes et moi et mon épouse. Moi, je suis convaincu que si tu suis ma méthode, et quand je dis ma méthode, c'est un grand mot, hein, si tu suis mes process, hein, si tu fais exactement ce que moi j'ai fait, tu auras exactement le même résultat, ou quasiment le même résultat. Je pense que, voilà, il n'y a pas un talent particulier. Oui, tu n'es pas né avec un talent particulier pour la danse, par exemple. Non. Mais, quand tu regardes, en fait, tous les mots qu'on utilise, ou tous les mots que j'ai utilisés pour décrire, et les mêmes que tu as utilisés pour décrire ce parcours, tu parles de performance, on parle de discipline, on parle de process,
d'optimisation. Au final, c'est exactement les mêmes mots qu'on utilise tous les jours pour aider un entrepreneur. Il faut qu'il soit conscient de la performance et de l'efficacité de son entreprise. Il faut qu'il soit rigoureux parce qu'on sait très bien que c'est un travail de longue haleine et que le résultat, en fait, très souvent, la même chose qu'on dit au sujet d'un artiste, c'est vrai pour un entrepreneur. On met 10 ans à devenir un overnight success. On met 10 ans à devenir un succès du jour au lendemain, en fait. Pour un entrepreneur, c'est souvent la même chose. C'est-à-dire que le succès n'est pas là tout de suite. Il arrive dans quelques années à la fin d'un parcours de longue haleine. Quand on parle de process, on le sait très bien que l'optimisation justement d'un business, l'optimisation d'une structure, elle provient justement de la compréhension des process qui sont en jeu à l'intérieur même de la structure et de l'organisation. Ce qui est très étrange, c'est que pour moi, en fait, c'est même pas un parallèle. C'est-à-dire que pour moi, c'est identique. Que je parle d'une carrière artistique comme la mienne ou que je parle d'une entreprise, j'ai l'impression que ce sont les mêmes choses qui sont en jeu. Là, du coup, tu mets de l'eau à mon moulin parce que j'adore interviewer sur le gratin des hommes et des femmes d'affaires, mais aussi des artistes, etc. Parce que je suis assez convaincue, comme toi, qu'au final, c'est un état d'esprit. Alors, le mot process, il est peut-être un petit peu dévalorisant pour des métiers d'art, mais en tout cas, c'est une discipline, c'est une méthode qui va faire que dans le temps, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Quand on parle à des artistes, que ce soit des réalisateurs, quand on parle à des auteurs, on parle de leur process. Il y en a plein. Tout le monde n'écrit pas un livre de la même façon. Il y en a qui parlent dans leur dictaphone pendant 15 jours et qui tout d'un coup en fait commencent à travailler à partir de cette base. Il y en a d'autres en fait qui vont immédiatement suer sur le moindre mot et la moindre virgule posée sur la page blanche. Ce sont des méthodes, ce sont des process. Donc je sais pas. Moi je pense pas que ce soit dévalorisant justement parce que je pense qu'on sous-estime combien on peut économiser d'énergie en utilisant les bons process ou en optimisant au fur et à mesure les process. La période actuelle, je peux imaginer qu'elle n'est pas facile pour une partie de ton métier, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le secteur de l'événementiel. Je veux bien qu'on en parle un petit peu si ça te va, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent il n'y a que moi qui souffre en ce moment de cette période merdique du Covid, on peut le dire, où... Ok, il y a les restaurateurs, mais des métiers comme les tiens où en fait, tu organises des spectacles, tu les montes, tu fais toute la mise en scène avec parfois des milliers de personnes, je peux imaginer, dans les salles. En fait, en ce moment, il n'y a plus, tout simplement. Comment tu vis cette période ? Comment tu fais pour te dire, en fait, il y en a encore pour 1 an, et en attendant, what next ? Comment je la vis ? Je la vis ultra mal. Mais bizarrement, pas, mais... non, mais bizarrement, je la vis ultra mal, cette période. Mais je trouve qu'il y a également quelque chose de très... et là, je parle vraiment personnellement. Hein, je n'oserais pas me moquer de comment le vivent les gens. Mais pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de très, très drôle. De très... ironique, tu veux dire ? Ironique, et le monde te remet à ta place, en fin de compte, très rapidement. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, j'ai une idée de spectacle. Je travaille toujours sur les nouvelles technologies. J'essaye toujours de voir en fait ce qui est en train de se faire un petit peu partout. Et il y avait une technologie émergente en 2017-2018 qui était en fait un système holographique qui permettait justement d'avoir des images sur scène. Et en analysant cette technologie, en essayant de comprendre pourquoi certains spectacles qu'il utilisait ne marchaient pas, etc., très rapidement, je tombe sur un constat personnel qui est, je trouve que l'erreur de ces spectacles est de vouloir reproduire en hologramme des êtres humains, alors qu'en fin de compte, le côté formidable de cette technologie, c'est de reproduire tous les décors qui sont impossibles, si ce n'est à travers cette technologie holographique, c'est de reproduire les décors, de créer des univers complètement dingues, et de mettre des danseurs et des chanteurs et des artistes dans ces univers. Donc pour moi, en fait, la technologie était formidable, mais pas utilisée correctement. Et donc je me dis, et si on crée un spectacle qui est au croisement du spectacle de danse et de la comédie musicale, dans laquelle on mélange réellement les médias, la vidéo, les hologrammes, les danseurs sur scène, que tout soit en transition absolument, mais
qu'il y a une finesse en fait dans le travail de transition entre justement tous ces médias. Et si on créait quelque chose d'un peu sympa? Et donc on crée ce spectacle, on y investit littéralement nos économies de 10 ans, plusieurs centaines de milliers d'euros. On investit dans le spectacle. Le spectacle fait une quinzaine de représentations en 2019 à grand succès. Et là, alors la façon traditionnelle de faire un spectacle, c'est qu'en fait, on fait, c'est un petit peu la méthode de Broadway également, on fait des previews. Donc c'est une version originale du spectacle qui est retravaillée pendant toute cette durée. Et ensuite, on fait le vrai run. C'est-à-dire que le spectacle part et c'est là que, techniquement, le côté business rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on commence un petit peu à récupérer ce qu'on a investi dans le spectacle. Sauf que là, j'ai donc les previews, j'ai tout mon investissement sur scène qui est retravaillé, peaufiné. Les retours sont formidables. On a des retours même de journaux qui, normalement, ne regardent pas notre genre de spectacle, qui nous disent que c'est absolument génial. Et là, au moment où on est censé commencer à re-rentrer notre investissement, pandémie mondiale. Pandémie mondiale, non pas pour quelques mois, mais pour presque 2 ans dans le secteur de l'événementiel. Mais c'est drôle, c'est tellement drôle. C'est-à-dire que le moment où on se dit, allez, maintenant il faut y aller, put your money where your mouth is, investis, c'est parti, et bim. Bon. Ok. Bah, on fait avec. On fait avec. Mais on se plaint pas parce qu'au final, on est là, on sera encore là l'année prochaine. Et voilà. Serrer les dents, quoi. Oui. Mais comme tout le monde. sourire. Mais comme tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont bien plus à plaindre. Même si je vais être honnête, l'année dernière, c'était quand même très, 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 très particulier parce qu'en fin de compte, on est arrivé à Moi, je vivais en Angleterre. On vivait en Angleterre. Notre vie était là-bas. On faisait les allers-retours avec Paris pour des plateaux télé, etc. Mais j'avais une grosse activité en Angleterre. Et donc, pour nous, notre vie, elle était là-bas. Et tout d'un coup, on a le Covid, mais on a également le Brexit. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, notre mode de vie, le choix qu'on a fait, ne fonctionne plus. Et là, en fait, il faut vraiment se dire, bon, bah ok, mon épouse qui est anglaise, on avait choisi de vivre là-bas. Et bah maintenant, il faut peut-être qu'on vienne vivre en France. Bah, au final, c'est la meilleure chose qui soit passée, c'est la meilleure décision qu'on ait prise. On vit en France et on s'y sent bien et on a hâte en revanche que les choses redeviennent normales. Tu m'étonnes, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Pour terminer, Chris, j'ai quelques petites questions que j'aime assez poser, que j'appelle le crible du gratin. C'est des questions un peu perso, mais bon, tu as déjà finalement répondu de manière très personnelle à plein de questions. Il y en a une que j'aime bien commencer. Alors, c'est peut-être ce que tu viens de vivre, mais c'est est-ce qu'il y a une période de ta vie dont tu pourrais nous parler où tu as vécu un vrai bel échec? Tu sais, le bon vieux gros échec. Ouais. Qui ment pas, tu vois, genre public, machin, on l'assume. Pas uniquement pour parler de l'échec, mais pour essayer d'en tirer des enseignements. Qu'est-ce que tu as appris, finalement, suite à cet échec? Alors, je ne vais pas en choisir un récent. C'est un échec que j'ai connu très tôt dans ma carrière. En fait, j'avais monté un spectacle dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et j'avais monté ce spectacle, en fait. J'avais espéré créer quelque chose de magique. On avait créé quelque chose de sympa. On avait du public. Sauf qu'on avait complètement sous-estimé le fait que de créer un spectacle en dehors des créneaux traditionnels de vente de spectacles changeait complètement la donne. Et donc, on avait investi en fait un montant à l'époque pour la taille du spectacle faramineux. C'était un succès le soir même, mais en fin de compte, 3 jours plus tard, on s'est dit mais les chiffres ne fonctionnent pas du tout. Et si on veut repartir, il faut redépenser la même chose pour pouvoir. Et donc ça a conditionné en fait notre mentalité à attends. Il y a des raisons pour lesquelles on part en tournée. Il y a des raisons pour lesquelles on fait des petits spectacles de plus petite envergure au départ pour tester. Et ensuite, on se lance sur... Ça paraît bête, hein, comme ça paraît complètement logique une fois qu'on le vit. Mais ça, c'était un beau, joli four.
Ouais. Un beau four, mais qui t'a appris à ne plus refaire. Oui, non, absolument, oui. Donc, tu vois, un beau four. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, dans ta carrière, pro, perso, ce que tu veux, qu'est-ce que tu aurais envie de refaire différemment? Rien. Non. Non, moi je... Non. Non, ça va, je garde. Tu gardes tout. Ouais, je garde. Je pense que... Ouais, non, je garde. Il n'y a absolument rien qui me... Peut-être. Et c'est pas tellement ma carrière, en fait. Mais peut-être que le choix d'avoir notre fils, peut-être 3-4 ans plus tôt. Parce que c'est tellement génial que je me dis, ah ouais, on a quand même attendu longtemps. Mon épouse et moi, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble. Ouais, c'est ça faisait un moment. Avant d'avoir le petit. Et alors, c'est pas un regret, parce qu'on a vécu des trucs géniaux, on a voyagé le monde de fond en comble. Mais ouais, peut-être que le petit, un tout petit peu plus tôt, ça aurait été génial aussi. Tu l'as eu à quel âge finalement? Moi, je l'ai eu à 38. Donc, ouais. Et là, comme on est parti, je me dis, ouais, oui, peut-être que d'en avoir 3 ou 4, ce serait génial au final. Écoute, affaire à suivre. Mon épouse n'est pas complètement Ouais. d'accord sur J'allais l'idée. te dire, va falloir en parler à Jackie maintenant. Que tu lui fasses passer le message. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse juste que tu voudrais nous partager, enfin un truc qui te tient à cœur, soit tu vois un truc que tu veux partager avec nous parce que ça te plaît, ou carrément une citation que tu aimes bien, qui te porte? Cette citation, elle me suit tous les jours. En revanche, elle vient avec un petit warning. Ah. Il faut quand même en fait l'appliquer avec de la réflexion. Jump and the net will appear. Ok. Saute et le filet apparaîtra au fur et à mesure. Je pense que des fois, il faut se lancer. Il faut y aller. Il faut pas trop non plus modéliser, partir en stratégie. Des fois, il faut juste se lancer. Mais soyons raisonnables aussi. Il faut se lancer en toute conscience de voilà les risques qui sont raisonnables à prendre maintenant. Bon, après, parfois, quand on voit pas les risques aussi, on se lance plus que quand on regarde trop les risques. Et ça me fait penser, tu vois, à ce que tu disais au début, quand tu t'es barré à 18 ans à Londres, Ouais. c'est aussi que... Et moi, ça me fait penser complètement à mon histoire entrepreneuriale. C'est parce que j'avais aucune notion de ce qui m'attendait que je l'ai fait. Tout le monde me dit, Ouais. mais attends, pourquoi vous avez fait ça? Mais on était inconscients, Oui, les amis. oui, On était oui. parfaitement inconscients. Si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Et parfois, c'est parce qu'on ne savait pas qu'on arrive à faire des choses impossibles. Mais le parcours est tout aussi intéressant. C'est vrai. Parce que des fois, on s'inquiète de est-ce que je vais y arriver, est-ce que le résultat sera au rendez-vous? Et au final, le résultat est une infime partie de l'expérience d'eux. Mais c'est ce que tu disais, et c'est ça qui était formidable dans l'expérience du championnat du monde. C'est qu'au final, le jour où tu l'as, limite, tu te dis, bah maintenant, c'est quoi le sens, tu vois? Mais tu sais que moi, j'ai un truc aussi qui est très drôle, c'est que moi, toutes ces aventures, elles m'ont mené à une chose que j'ai toujours trouvé très, très drôle. Il y a une maison de consulting qui s'appelle McKinsey, qui est une des maisons de consulting les plus réputées au monde. C'est connu. On a beaucoup de McKinsey qui écoutent le podcast. Ouais. Bonjour à vous. Hello les copains McKinsey. Et en fait, ils organisent un truc qui s'appelle The Summer University à l'université de Cambridge, en Angleterre. Et c'est pour littéralement, c'est 3-4 jours de formation pour leurs managers de projet, chefs de projet les plus... Voilà. Les plus talentueux, ceux qui vont aller le plus loin. Et voilà. Et on ne peut pas sous-estimer l'impact de McKinsey sur le monde. Voilà, si Obama a besoin d'un rapport sur des façons innovantes de réduire le chômage, ils vont appeler McKinsey. Et en fait, un jour, je reçois un appel pour me demander est-ce que vous considéreriez faire une conférence pour McKinsey? Vous n'aurez pas le droit d'en parler pendant 5 ans après, mais est-ce que vous seriez prêt à le faire? Et il me disait, et sur quel sujet? Et en fait, moi, immédiatement, je me suis dit, ce qui serait super, c'est de parler de la relation client et comment se développe cette relation client. Et peut-être même de faire un parallèle avec la danse, le monde de la danse de couple également. Et donc, j'ai créé une conférence, une lecture en anglais, sur la relation client pour McKinsey, sur mesure. Et je l'ai refait 3 fois d'affilée.
3 ans d'affilée, en fait, ils nous ont rappelé pour ce truc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont capables d'avoir Chris Marquez un moment et 1 heure après, c'est Bill Clinton qui est en train de parler d'un truc. C'est très, très, très chelou. Mais c'est très fascinant parce qu'en fin de compte, on se rend compte que notre aventure artistique, notre aventure, notre carrière est utile parce qu'en fin de compte, c'est un microcosme de tout ce qui se passe dans l'entreprise, de tout ce qui se passe en fait dans la relation entre l'entreprise et le client, et que tout est basé sur simplement la communication en général. Quand on est un couple et qu'on a en fin de compte à faire à l'adversité qu'on a eue au début de notre carrière, si on ne communique pas correctement entre nous et on ne choisit pas correctement comment communiquer avec le monde autour de nous, ça peut impacter très 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 gravement notre développement et nos chances de succès. Et donc, j'adore le fait que ce soit si facilement transposable à l'univers de l'entreprise et du consultant. Et voilà. Bah, écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que tu sais, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est quoi finalement l'invariant commun Chris Marquez, quand je disais que tu étais showman, c'était un peu ce que je voulais te faire dire, mais sans vouloir te faire dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, non, mais tu vois, c'est ce côté finalement, tu vas me dire, j'ai pas de talent. Moi, je pense que tu as un talent de communication. C'est-à-dire que tu arrives à faire passer des messages par de la danse, par des mots, par une image, par une mise en scène. Et ça, en fait, c'est un talent extraordinaire à l'heure actuelle parce qu'en fait, c'est ça aussi le leadership, tu vois. C'est de réussir à motiver des gens, à faire passer les gens à l'action. Et donc, je trouve ça très cool que ça puisse s'appliquer tout autant au monde du business qu'au monde de la danse, quoi. Cool. Bon, je te fais un peu trop de compliments. Du coup, tu vas prendre la grosse continue. tête. Allez, on termine avec une dernière question. Enfin, 2 dernières questions. Allez, il y en a une que j'aime bien. C'est est-ce qu'il y a une croyance, un truc dans lequel tu crois, qui est en fait assez profondément controversé? J'ai une relation très particulière avec ce qu'ils appellent aux États-Unis manifesting. Manifesting. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? En fait, aux États-Unis, il y a ce bouquin qui a fait un carton qui s'appelle The Secret. Et tout le monde le lit. Enfin, je connais pas, tu vois. Il y en a plein qui le lisent. J'ai une relation très particulière avec ce truc pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, ils disent, à un moment donné, quand tu veux quelque chose, il faut accepter que tu le veux. Ouais. Il faut te dire que tu le veux. Et ça va devenir dessus. Tout va se passer autour de toi pour... Je n'aime pas du tout l'explication. J'ai horreur de ce côté un peu mambo jumbo c'est l'énergie quantique, ça ne veut rien dire. En plus de ça, dans cette... D'ailleurs, je suis fan de mécanique quantique, donc ça, c'est encore un autre truc. Mais donc voilà, toutes ces croyances c'est un le petit titre peu... du podcast, je suis désolée, danseur, pas chorégraphe et fan de mécanique quantique. Je pense que ça va bien vendre. Je prends. Mais c'est drôle parce qu'en fin de compte, j'ai horreur de ces trucs un petit peu pseudo, voilà. Mais en même temps, il y a une chose qui est vraie. C'est quand tu veux quelque chose, il faut complètement l'accepter. Tu le veux. Et il faut faire ce qu'il faut faire pour obtenir cette chose. Donc, manifester pour moi, c'est important. J'y crois. Quand tu veux quelque chose, go after it. Mais il faut passer à l'action. Mais il faut faire. C'est ça. C'est pas juste je veux. Je vois. J'adore. Dernière question, un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui ont peut-être fait même la personne que tu es et que tu as tendance à recommander autour de toi? Moi, il y a un journaliste que j'adore, je lis tous ses bouquins, il s'appelle Malcolm Gladwell. Il avait au départ, tout a démarré d'un truc qui s'appelait The Tipping Point, comme quoi un petit effet peut en fin de compte être un moment de bascule gigantesque. Mais il y en a un autre qui a été plus important pour moi chez lui, qui s'appelle Blink. Ah oui, je l'ai lu aussi. Blink, il est fou. Blink, en fait, c'est ce pouvoir de comprendre que dans un certain domaine de conscience et de connaissance, on peut faire confiance à son instinct. On ne peut pas faire confiance à son instinct tout le temps, dans toutes les situations, mais on a des domaines de prédilection dans lesquels notre instinct nous raconte beaucoup de choses. Et ça peut simplifier la vie de pas mal de gens, en fin de compte, de se permettre des fois de comprendre ça. Donc Blink, j'adore. D'autres bouquins, il y en a tellement. Toi, il y en a un qui doit te parler de Malcolm Gladwell, le Outliers. Outliers. Forcément. Outliers, je trouve que c'est génial parce qu'en fin de compte, il dit un peu tout et son contraire. C'est pas faux. Mais je le trouve génial, hein. Mais il dit tout un peu son contraire. C'est-à-dire qu'il dit,
On va faire une étude, on va essayer de comprendre pourquoi en fait certaines personnes ont tellement plus de succès que les autres. Et je vais faire un gros raccourci. Mais oui, mais en fait, c'est parce que cette personne est née plus tôt dans l'année scolaire que les autres et donc a quelques mois de plus d'expérience qui sont incroyablement bénéfiques quand on est enfant. Sauf que cet effet disparaît complètement quand on arrive à l'âge adulte et que l'année de naissance n'a plus tellement d'impact. Mais je pense qu'il y a quand même un élément qui est the 10,000 hours, les 10 000 heures. Et c'est vrai que là, on retombe sur nos pattes. On peut tous être des outliers avec nos 10 000 heures. Ouais. Nos 10 000 heures de répète, nos 10 000 heures de travail, nos 10 000 heures de focus et de concentration. Donc, ce que j'aime bien chez lui en tant qu'auteur, c'est que souvent, le titre n'est pas forcément ce qui va être le plus important ne va pas être la chose la plus importante à en tirer en fin de compte de son bouquin. J'adore Malcolm. Eh ben, écoute, ça sera dûment cité dans le podcast. Merci mille fois, Chris. Pour terminer, si on veut te retrouver sur le monde merveilleux du web, tu es partout. Donc, c'est pas facile de te retrouver puisqu'en fait, tu es tellement partout. C'est quoi? C'est surtout Insta? On est sur Insta. Je suis sur Insta. Je suis sur... Oui, je suis partout. Alors attends, j'ai quand même une dernière question pour toi parce que j'ai vu sur ton Insta que tu postes beaucoup de stories, mais ton dernier post, si je me trompe pas, date du 1er décembre. Ouais. Alors... Là, tu sais que ça va partir en 2 heures de réseaux sociaux. Donc, mais fais-nous la course, mais on comprend. En fait, moi, je suis très dans l'analytique. Je suis réellement dans l'analytique totale. D'accord. J'aime bien savoir pourquoi certains trucs marchent et d'autres pas du tout. J'ai un engagement qui est absolument faramineux pour le nombre d'abonnés que j'ai. Normalement, en fait, pour la faire courte, plus tu as d'abonnés, plus ton engagement baisse. Moi, en fin de compte, je suis à 280 000 ou 300 000, un truc comme ça, et mon taux d'engagement, il est à 5%. C'est énorme. Ce qui est vraiment très, très haut. Normalement, c'est réservé aux micro-influenceurs aux alentours de 5 à 10 000 abonnés. Mais je me suis rendu compte aussi que mon taux d'engagement est génial parce que je poste énormément de stories qui donc s'adressent uniquement à mes abonnés et que je leur pose beaucoup de questions et que justement, j'utilise énormément les outils built-in dans Instagram. Sauf que ma croissance a complètement stoppé depuis que j'arrête de poster dans mon feed. Donc ça paraît bien sûr évident et tout bête, mais moi en fait il faut absolument que je le comprenne par A plus B, sinon en fait ça m'énerve. Et donc je n'ai rien posté depuis des mois exprès. J'adore. Bah écoute, merci pour ce petit cours de social management, social media. Merci de Pauline. 10 minutes. Merci à toi. Merci à toi. Salut les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Pauline Legnaud. C'est mon podcast préféré et maintenant il y a de la vidéo, c'est trop bien.